Eh ben, salut Guilain, et puis bonjour Arnaud. Et bonjour Xavier. Nous sommes en compagnie de Arnaudville. Alors, Arnaud, vous allez le sentir chafouin avec moi. Je dois préciser que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît maintenant. Oui. Et que Arnaud, malgré... il y a plein de fois, je lui ai dit, fais gaffe quand même, tu te passionnes pour les insectes. Les insectes, c'est quand même des gros débiles bourrés de testostérone qui se précipitent sur des poupées gonflables. Oui, comme Opry Sapifera, par exemple. Oui, bien sûr. Et puis qui grignotent des plantes que les maraîchers s'obstinent à faire pousser dans des terres ingrates. Enfin, c'est de la vieille histoire, mais ça n'en reste pas moins passionnant. C'est récurrent. Oui. Donc, on est là pour parler de ton livre aux éditions du Rouergue, sur les butineurs au jardin. C'est pas ton premier livre? Non, j'avais commencé avec les insectes forestiers, des insectes qui participent donc au cycle forestier, dont les larves dégradent le bois mort, qui vivent en cachette dans les vieux arbres creux, qui se nourrissent des champignons lignicoles, enfin tout un monde mystérieux qui gagne à être connu et qui est évidemment très en danger depuis longtemps. Ok. Et ton deuxième alors le deuxième, c'était sur les insectes qu'on peut croiser au jardin, les insectes en général, donc les prédateurs, les butineurs, un petit peu tous ceux qui participent aux équilibres du jardin. Ouais. Le troisième, c'était sur les abeilles sauvages, les cousine éloignée de l'abeille domestique, donc l'abeille domestique c'est l'abeille à miel, c'est une espèce, et il y en a pratiquement 1000 autres qui se débrouillent sans intervention humaine, si possible le moins d'intervention justement humaine possible, et qui butinent de février à octobre toutes les floraisons qui se succèdent et qui n'ont strictement rien à voir avec l'abeille à miel puisqu'elles sont justement solitaires. D'ailleurs, je me souviens qu'on avait eu une conversation il y a bien longtemps où tu m'avais vraiment ouvert les yeux là-dessus. Nous, en tant que maraîchers ou jardiniers, on parle d'auxiliaires et de ravageurs. Et ça, c'est vraiment des expressions qui te... Mais oui, il y a toujours des bons côtés à une espèce. La même espèce peut aussi avoir des mauvais côtés par rapport à l'activité humaine, mais faut pas réfléchir comme ça. On classifie pas. Non. La larve de la cétoine dorée participe à la formation du compost. C'est le ver blanc qui fait le compost, pas toute seule, mais elle participe. Et l'adulte, on peut regretter, le jardinier peut regretter qu'ils viennent grignoter les étamines de cérose, par exemple. Alors que c'est le même animal. Voilà. Oui, ok. Donc là, on parle des butineurs au jardin. Je précise au passage, on l'a sorti, que ton ouvrage sur les sauvageonnes. Celui-là, je l'adore, j'adore la photo de couve. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par d'autres abeilles... Il est entomologiste, mais il est photographe. Ah oui, ça on va y venir. Pardon. Pour tous ceux qui sont intéressés par les abeilles autres que les abeilles domestiques, les abeilles à miel, voilà, un ouvrage entièrement consacré aux sauvageonnes et à leur intérêt bien plus important que celui qu'on peut imaginer. Tu as bien fait de m'interrompre pour dire, pour une fois, pour dire que Arnaud est entomologiste et aussi photographe. Alors, attention, parce que là, c'est pas compliqué, j'ouvre au hasard. Voilà les photos d'Arnaud. T'as un Facebook où tu es assez actif. Tu peux nous le redonner? C'est Arnaudville, Facebook Arnaudville, ville comme une ville, pas comme le coyote. Et j'essaye de mettre une image par jour, à peu près, selon la saison. Et puis l'hiver, on revit les beaux jours. Mais alors des photos d'insectes, mais aussi de plantes. Ouais. J'aime beaucoup les mousses, les lichens, mais principalement d'insectes, oui. Voilà, donc Arnaud, photographe entomologiste. Alors je précise, quand vous voyez son livre, immédiatement, votre attention est captée par les photos. Les photos sont vraiment magnifiques. Mais il faudrait surtout pas oublier le texte. Il y a un texte conséquent qui nous permet de mieux comprendre un petit peu quel est tout ce monde
qui s'épanouit à côté de nous. Alors, on va parler un peu des butineurs, parce que c'est un joli nom. Oui. Butineurs, c'est pollinisateurs ? Oui, en gros, c'est ceux qui fréquentent les fleurs, donc qui sont amenés à plus ou moins se couvrir de pollen et donc à distribuer le pollen à la fleur suivante en visitant les. D'accord. Voilà. Donc, tu peux nous dire comment tu as structuré ton livre, hein, parce qu'il est en 4 parties. Oui. Un peu plus, mais bon, c'est voilà. Alors j'ai commencé par les papillons. Donc c'est les lépidoptères, c'est ceux qu'on voit dès l'enfance, c'est presque les plus faciles à voir, il faut en profiter parce que c'est de moins en moins fréquent de les rencontrer, mais enfin voilà, il y a une belle diversité, des jolies couleurs, des jolies formes, et puis surtout, ils se laissent relativement bien approcher. Tu trouves ? Par rapport à des abeilles sauvages, oui, ou par rapport à... Ah, moi je trouve que ça n'arrête pas de bouger, cette édition. Ah non, je ne dis pas qu'elle ne bouge pas, je dis qu'elle se laisse assez facilement approcher. D'accord. En plus, peut-être que toi, elle te fuit particulièrement, mais ça, c'est encore autre chose. Ensuite, tu commences par les papillons. Alors après, les coléoptères. Alors les coléoptères, ça va de la coccinelle jusqu'aux cétoines, en passant par des chrysomèles, beaucoup d'insectes donc, qui évidemment visitent les fleurs et qui généralement, comme tous les pollinisateurs, les bons pollinisateurs sont poilus. Voilà. Ça, plus ils sont hirsutes, plus les grains de pollen s'accrochent et plus la pollinisation Ça, c'est ce que tu m'as expliqué. Hein. Voilà. Plus c'est velu et plus ça participe de la pollinisation. Voilà, mais c'est pour les insectes. Hein. Oui. Un ours, par exemple, c'est peut-être pas. Les mouches. Alors, j'en parle. Oui. Alors, les mouches, oui. Voilà, on y arrive. Voilà, il y a les cirfes, par exemple, qui sont très jolis. Alors, même si beaucoup aimeraient les appeler une cirfe, j'en connais. Et alors qu'on dit un cirfe. Donc mais c'est tellement beau que tu as envie de dire une. Hein, voilà. Alors là, par contre, ça, c'est des guêpes. Hein, oui, pardon. Mais, ils sont bien déguisés. Oui, les cirfes imitent les guêpes pour éviter les ennuis. Et ça marche moyennement bien, mais ça marche quand même. Et donc, ils cumulent pour beaucoup l'avantage de consommer des pucerons à l'état larvaire. Donc des asticots très discrets qui se nourrissent de pucerons et puis qui butinent en intensif aussi au stade adulte et qui sont plus ou moins poilus, mais c'est une grande famille. Les mouches, c'est très intéressant. On pense toujours aux mouches qui nous embêtent dans la cuisine, mais c'est une vaste famille fascinante avec de grandes utilités écologiques évidemment, mais qui mériteraient d'être mieux connues. Oui. Moi, on m'a dit il y a très longtemps que le meilleur pollinisateur, c'était le cirfe. Donc cette mouche qui se déguise en guêpe pour qu'on lui fout taper. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oh non. Ça, on peut pas. Ils participent, oui. C'est bien. Ils participent rapidement, c'est mieux, mais ils sont pas assez poilus pour rivaliser avec les abeilles osmies ou même les bourdons qui sont actifs dès très tôt dans la saison. Alors que les cirfes, c'est quand même des grands frileux. Qui participent, mais un peu tardivement, et qui n'ont pas la pilosité requise pour être d'une parfaite efficacité. Ok. Bon, alors, ne nous rasons plus. Non, mais ils sont jolis quand même, et je les aime beaucoup. J'en parle abondamment, hein, mais non, ils pollinisent, mais c'est pas le meilleur. Non. D'accord. Alors, il y a un pollinisateur qu'on n'aime pas. Au jardin, surtout quand on mange, parce qu'elles ont tendance à s'agglutiner, intéressées par le moindre petit morceau de viande, etc. C'est les guêpes. Toi, les guêpes, tu les aimes bien ? Ah oui, je les aime bien. Je les aime bien parce que donc elles sont très nombreuses. Là aussi, il y a une diversité d'espèces qui est absolument exceptionnel. On se focalise sur la jaunée noire qui vient nous embêter pendant les pique-niques à vouloir absolument partir avec sa petite miette de jambon, alors que l'immensité des autres guêpes sont occupées à d'autres tâches beaucoup plus discrètes, comme par exemple aller traquer des chenilles sous les feuilles ou même d'autres guêpes, voire des abeilles, pour les ramener en pâture à leurs larves. C'est-à-dire que les guêpes les larves de guêpes sont toutes carnivores. D'accord. Et avant de partir en chasse, les guêpes adultes, pour nourrir leurs larves, sont obligées de prendre des forces et elles les prennent en grignotant quelques grains de pollen et en sirotant quelques tasses de nectar. De nectar, d'accord. Voilà. Okay. Et après, elles partent en chasse
pour s'en aller nourrir leur descendance de protéines. Ouais. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de bestioles qui nous insupportent, qui a besoin de sang pour nourrir ses larves, plusieurs idées qui me viennent, oui. Et, dont seules les femelles nous embêtent vraiment. Est-ce que le moustique est un bon pollinisateur? Alors bon, non. Il n'est pas poilu. Alors si, un peu. Bon. Si. Non, oui, enfin, oui. Des petits poils, hein. Non, ils ne sont pas bien gros non plus, mais oui, des petits poils. Mais oui, ici, ils sont pollinisateurs. Très anecdotiquement, mais pollinisateurs quand même. Et donc, oui, les mâles surtout, puisque les mâles peuvent ingurgiter du pollen, du moins du nectar. Je ne suis pas sûr que les femelles soient fréquentes spécialement les fleurs. D'accord. Mais si, et donc ils font partie de la grande famille des mouches. Voilà. D'accord, ok. Et tu me disais aussi, je saute du coq à l'âne, mais je profite de ta présence, que bourdon et abeille, c'est proche en fait. Bourdon et abeille? Ah oui, ils sont carrément même de la même famille, les apidae. D'accord. Voilà. Donc il y a plein de familles et de sous-familles chez les insectes, mais chez les abeilles et les bourdons sont strictement de la même famille, et les bourdons sont aussi des abeilles sociales. D'accord. Donc il y a des colonies de bourdons comme il y a des colonies d'abeilles domestiques, d'abeilles à miel, ce que les autres abeilles ne sont pas. D'accord. D'ailleurs, au passage, puisqu'on en a parlé, on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps, dans le contexte de la binette déchaînée, puisque vous aurez un article sur ce livre dans la binette déchaînée, juste un truc sur le fait que, contrairement à ce qu'on imagine, des bourdons, ça pique. Et ça pique très fort. Oui, j'avais vaguement... longtemps, je ne savais pas si ça piquait ou si ça piquait pas, je ne m'étais pas vraiment posé la question. Et gamin, en courant dans un champ, il y en a un bourdon des champs, justement, Bombus pascurum, pour être précis, qui m'est tombé dans la botte. Et ça, je m'en suis pas rendu compte. Par contre, je me suis rendu compte que lui, il n'était pas du tout à son aise, et il m'a piqué sur le tibia. Et ça fait extrêmement mal, enfin ça m'a fait extrêmement mal pendant pas longtemps du tout. Et je l'ai vu s'envoler de ma botte, donc je sais que c'est lui qui m'a piqué, le suspect est identifié. Mais donc je confirme, oui, ils peuvent piquer à condition vraiment d'être embêtés. C'est pas, voilà. Mais et pour ce qui m'a concerné, ça a été très vif mais très court. Moi j'ai eu ce même témoignage d'une dame qui s'est fait piquer par un bourdon et qui m'assure s'en souvenir tellement ça lui a fait mal sur le moment. Donc méfions-nous, les bourdons, malgré leur allure très pépère. Ah oui, bonhomme. Pour moi c'est vraiment les bisons du jardin, quoi. Oui, ils sont gentils, hein. Faut vraiment pas avoir de chance, mais ça peut arriver. Dans une botte et marcher dessus. Voilà. Et donc là, tu nous donnes envie avec tous ces pollinisateurs. Maintenant, revenons au jardin. Voilà, moi j'ai un potager. J'ai envie de pollinisateurs. Alors je précise tout de suite on a deux types d'espèces végétales, les entomophiles qui sont fécondés, pollinisés par les insectes, et les anémophiles par le vent. Donc on n'est pas obligé pour tout, notamment je pense aux tomates par exemple. Les bourdons ils aiment bien. Mais qui sont essentiellement fécondés par le vent. Voilà, donc secouez vos fleurs s'il n'y a pas de vent. Mais néanmoins, les insectes pollinisateurs sont plus que bienvenus dans nos potagers. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour avoir des pollinisateurs de tout type? Varier le plus possible et avoir la plus grande diversité florale possible. C'est-à-dire dès les mois de février, laisser des pâquerettes, s'il y a des pierre-neige, des crocus, tout ça, on laisse. Et puis alors laisser aussi une bonne partie de la flore locale fleurir. C'est-à-dire ne pas obligé de tout ratiboiser au fur et à mesure que ça arrive, ça c'est important. Et puis de varier au fil de la saison toutes les plantes qui peuvent être visitées, et c'est très large. Moi, il y en a un qui m'impressionne vachement, alors je ne suis pas fan des artichauts, mais j'aime bien le cardon. Et le cardon en fleurs, je trouve que c'est vraiment une piste d'atterrissage. C'est même mieux que ça, c'est le grand bain pour les abeilles, pour des coléoptères qui plongent littéralement dedans, ou alors qui s'y laissent flotter en surface comme grisés par tant de beauté. Il faut s'imaginer à leur place dans une grande piscine mauve dans laquelle
dans le fond, c'est sucré. Il n'y a qu'à piquer une tête pour s'y endormir éventuellement, parce qu'on peut même, contrairement à une piscine normale, il peut même y respirer, et peut-être même que ça sent très très bon. Et voilà, oui, alors les cardons, les artichauts, ça c'est une bénédiction les artichauts, ça sent pas bon. Hein. Ah bon? Je sais pas. Bah, en tout cas, elles sont pas bon. Cuit? Non, vraiment. Non, en tout cas, c'est très très fréquenté, et ne serait-ce que pour la présence de cette fleur-là, même si c'était pas visité par les pollinisateurs, on pourrait se laisser aller à les laisser fleurir, même sans les renifler ni les manger. D'accord. Tu m'as parlé de 2 familles aussi potagères qui sont extrêmement attractives pour les pollinisateurs. Alors les aliacées. Ouais. Alors ça, on n'y coupe pas là, les têtes. Laissez vraiment un conseil, alors pour s'en régaler, alors parce qu'en plus visuellement c'est quand même exceptionnel, c'est des boules de fleurs, de poireaux, de ciboulettes, d'ail, voilà. Ouais. Moi je trouve ça magnifique. Et alors, c'est pareil, c'est apprécié d'un nombre considérable de pollinisateurs, qu'ils soient coléoptères, abeilles, papillons, mouches, enfin s'y succèdent tout au long de la floraison et de la journée des escouades entières de pollinisateurs variés, et on peut même prendre plaisir à observer le manège qui s'y déroule. Alors ça c'est c'est vraiment... Alors arrêtez de couper la fleur de ciboulette. Les saisons. Voilà, c'est ça. Au moins. Ouais. Elle est très jolie en plus. Et après... ciboulette, tout ça. Ciboule de Chine, super. Ça, très très bien ça. Ouais, ça c'est super. Et l'éléphant. L'éléphant aussi, On les entend arriver quand ils se font. On lui pardonne, il est entomologiste. Il y a une autre famille dont tu m'as parlé aussi. Alors en ce moment, on a les fenouilles en fleurs, par exemple. Oui. Les ombellifères. Ouais. Alors les ombellifères, qu'elles soient sauvages ou cultivées, alors c'est pareil, c'est un vrai bonheur. C'est étudié c'est des pistes d'atterrissage visibles de loin, donc pour nous, mais encore plus pour les pollinisateurs. Donc voilà, tout ce qui est carottes, panais, fenouilles, alors j'en oublie là, il y en a plein. Déjà avec carottes, panais, fenouil, carvi, etc. Oui. Berces, les grandes. Mais ça, c'est pas une vraie potagère, ouais. J'ai ouï dire que ça pouvait se consommer, mais je connais pas. Non, mais ça peut se manger. Non, mais même les jeunes pousses. Ça, c'est un autre débat. Je voudrais pas interférer. La graine, elle est assez bonne. La graine est assez bonne. Et une aussi à laquelle on pense jamais, parce qu'il faut reconnaître que ça lui ressemble pas, les éringiums, c'est-à-dire les panicots, qui sont pas du tout des chardons malgré leur piquant et leur leur appareil végétatif très agressif à l'œil, qui sont des ombellifères et qui participent aussi à nourrir tous les visiteurs du jardin. Mais vraiment, c'est sidérant de voir le nombre d'insectes qui visitent les ombellifères en général et les panicots en particulier. Alors, en échangeant quelques minutes avec toi, il y a quelque chose qui nous paraît évident. Connaître les insectes, ça veut dire aussi connaître les plantes. Toi, tu n'es pas botaniste, mais tu as une bonne connaissance du végétal. C'est intimement lié. Oui. J'ai commencé, mes petits préférés pendant longtemps, ça a été les coléoptères, qui fréquentent tout un tas de milieux divers et variés, qui ne sont pas forcément directement liés, même s'il y en a beaucoup, qui sont, mais qui ne sont pas directement liés au monde végétal, absolument. Et puis, petit à petit, en m'intéressant aux autres groupes d'insectes, ça devient incontournable. Chaque plante héberge une ou plusieurs espèces d'insectes qui lui sont propres. Et donc, si on veut continuer de s'intéresser aux insectes, c'est absolument incontournable de s'intéresser à la botanique. Et en plus, on n'est pas déçu parce que c'est vraiment très complémentaire, notamment pour les abeilles, par exemple, dont certaines ont des langues longues pour aller au fond des corolles. D'accord. Mais en fait, moi je trouve que c'est une bonne conclusion. C'est-à-dire que nous, on est intéressés par les plantes au potager. Donc à partir du moment où on met des plantes, on va avoir des insectes qui sont inféodés ou presque inféodés. Attirés en tout cas. Attirés, voilà. Et donc à ce moment-là, c'est tolérance maximale pour ces insectes, ces animaux qu'on ne connaît pas.
Et donc, moi, l'usage de tout insecticide est proscrit, vraiment. Et puis en plus, c'est ce qu'il disait, c'est que tu as des espèces, à un certain état, elles sont bénéfiques, à un autre état, elles sont un peu plus discutables. Ouais. Pour l'homme, sinon, voilà. Donc, laissons-les tranquilles, quoi. Vraiment, on ne les connaît pas. On ne les voit pas, on ne sait pas qui ils sont. Par contre, à partir du moment où on utilise un insecticide, même bio, c'est un insecticide de contact qui tue ceux qu'il touche. Donc, pas d'insecticide dans nos potagers. On n'a pas besoin de ça. Du tout. Les oiseaux, les crapauds, les libellules, les chauves-souris vous remercieront puisque c'est leur casse-croûte de tous les jours et qui participe à pour le coup à une vraie régulation de ces petits animaux-là. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, vous avez l'ouvrage. C'est les chroniques des butineurs au jardin par Arnaud Ville. Offrez-le vous, offrez-le tout court. Je vous assure que c'est très très beau et on apprend plein de choses. Et suivez-le sur Facebook. Ouais, éventuellement aussi. Voilà, oui. Arnaud Ville, VI2LE. Voilà. Donc un grand merci Arnaud. Merci et Xavier. puis à très bientôt.